Allez, c'est moi qui joue de la zapette. Anne, je te laisse si tu veux prolonger un peu ta présentation. Oui, Thierry nous a déjà présenté. Donc moi, c'est Anne Rabot, dirigeante de ma société Brigic et experte Green IT au sein du collectif greenIT.fr. Donc j'accompagne les entreprises dans leur stratégie numérique responsable, à faire des mesures d'empreinte environnementale et des plans d'action. Et je suis avec Sébastien dans la communauté numérique responsable d'ADN Ouest en tant que sponsor pour le conseil d'administration. Merci Anne. Donc Sébastien Chasselin, bon, il est 14 heures, je sais que c'est toujours un petit peu dur après le déjeuner. Dirigeant de Spécinov, qui ne connaît pas Spécinov? Pour savoir si je dois faire présentation. Ouais, ça lève la main, ça m'arrange. Merci. Donc Spécinov, on est créateur, éditeur de logiciels, on est basé sur Angers à Écouflant. On fait la distinction créateur, vous connaissez tout ce qui est logiciel sur mesure, hein, développement d'applications mobiles et applications web, et éditeur de logiciels sur deux solutions, une solution de gestion documentaire, de GED, plutôt orientée ce qu'on appelle traçabilité, qualité, et une solution qui facilite les comptes rendus de réunion, qui s'appelle Cap2 et qui permet simplement, à partir d'un enregistrement, d'avoir un compte rendu brut. Et comme disait Anne, on est tous les deux engagés dans l'association ADN Ouest. Donc ADN Ouest, ça fédère à peu près 600 acteurs du numérique dans le Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Et j'avais eu l'occasion de découvrir, on va dire, l'impact du numérique en 2007 lors d'une opération qui s'appelait Écologue, qui était en partenariat avec l'ADEME. Et on a prolongé ce sujet, notamment avec Anne et différentes structures, sur une communauté qui a démarré il y a maintenant 1 an. Hop, de la zapette, et c'est moi qui commence. Bon, on va commencer à parler un petit peu de chiffres. Vous allez voir, il y a quelques chiffres dans la présentation. Le plus important, c'est pas de chercher à se focaliser sur les chiffres, mais avoir un peu une vision du constat. On parle beaucoup et souvent dans le milieu des chefs d'entreprise de l'aviation et se dire qu'il faut se poser la question dans les déplacements, est-ce qu'il est encore pertinent de prendre l'avion pour faire Angers ou Nantes, Lyon et autres. Et on va faire le même parallèle ici avec tout simplement le digital, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 4% des gaz à effet de serre. L'aviation civile, selon les sujets, c'est entre 2,5 et 3,5. Avec une petite remarque, l'aviation aujourd'hui, ça touche à peu près 1% de la population. Dans le prolongement, et vous allez voir que ça va être notre rôle aussi avec Anne, on va essayer de matérialiser un maximum le numérique. On a toujours cette image-là du cloud, du nuage, où tout ça c'est très virtuel. Vous allez voir que c'est très très concret, c'est très très matériel. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en 2019, estimation de 34 milliards d'équipements qui sont produits donc, et utilisés, et une projection en 2025 à 48 milliards, avec en comparaison par rapport à l'aviation civile, 4 milliards d'utilisateurs, sachant qu'on est 8 milliards sur Terre, c'est déjà un peu bien. Et puis Anne, c'est pour toi. Oui, alors on vous a ressorti les chiffres de l'étude Green IT de cette année avec des équivalences pour bien se rendre compte de l'impact environnemental du numérique. Donc chez Green IT, on le mesure selon 4 indicateurs. L'énergie primaire, le réchauffement climatique avec les équivalences en kilos CO2, les litres d'eau et la quantité de terre excavée pour les minerais. Et donc, pour chaque utilisateur en entreprise, ça correspond à 2 écrans géants par an, à 4730 km en voiture, à 519 packs d'eau par collaborateur et à 5 voitures par an. Donc on peut se rendre compte de toute la matérialité du numérique. Comme disait Sébastien, le numérique n'a rien d'immatériel. Il est au contraire très très lourd en termes d'impact environnemental. Donc le Green IT, en fait, ça consiste à réduire l'empreinte environnementale du numérique, l'empreinte écologique, mais aussi on va s'intéresser à l'empreinte sociale et économique des technologies. Et on va s'intéresser à tout le cycle de vie des équipements. Donc on va partir des matières premières, parler de la fabrication, du transport, de la distribution, de l'utilisation et ensuite de la valorisation ou de la fin de vie. Donc c'est très important d'avoir en tête tout ce cycle de vie parce qu'on a tendance à se focaliser uniquement sur la partie usage. Alors sur ce schéma, on voit bien que la partie usage, ce n'est qu'une partie. Et le plus gros des impacts,
entre la moitié et 3/4 des impacts écologiques du numérique se situent en amont, sur la partie fabrication. Il y a la partie fin de vie aussi qui est assez polluante, mais on va focaliser un peu plus sur la partie fabrication, notamment sur tout ce qui est minerai et extraction de terres rares, qui sont très, très polluantes dans l'industrie du numérique. Puis on vous propose un petit quiz. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à main levée. Vous allez voir qu'on va échanger autour de quelques thématiques, quelques questions, puis ça va vous permettre de découvrir derrière ce qu'on appelle des éco-gestes, pour se dire qu'il y a des choses parfois assez simples à mettre en œuvre pour changer nos usages, nos comportements et avoir un impact très positif. La première, je ne sais plus, elle est pour moi celle-ci ou pour toi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, attends, oui. Vous avez vu, mais oui, c'est une blague. Première, c'est pour moi alors. En moyenne, combien de Français, vous avez, j'ai déjà eu la réponse. Qui a vu la réponse? Ah, bon, on va être bon alors. Mais on va quand même le faire à main levée. Notion d'équipement, on l'a vu tout à l'heure, c'est très matériel, le numérique, et souvent on ne se rend pas compte au fait combien on a d'équipements. Alors il y a celui qu'on a dans la poche, toujours en permanence, celui qu'on va voir facilement sur le bureau. On va parler des écrans, on va parler des montres connectées, et quand on commence à les dénombrer, il y en a quelques-uns quand même. Ceux qui ont vu la réponse, je vous invite à compter combien vous en avez. Faites ça. On ne fera pas le compte à main levée par contre. Allez, on est parti. Alors qui pense que c'est 5? Je vais faire un flop. Merci Thierry de lever la main pour me rassurer. Qui pense que c'est 8? Et qui avait vu la bonne réponse? Et oui, c'est 11. Donc c'est vrai que quand on se dit comme ça c'est les chiffres pour les Français. Alors les Français sont a priori un peu moins bons élèves que nos voisins européens, parce que je crois que la moyenne c'est 8. C'est 8 au niveau mondial et c'est 11 au niveau France. Et bon, qu'est-ce que ça signifie derrière tout ça? C'est vrai que tu l'as dit, on a souvent une problématique, c'est de recyclage, notion de déchets. On voit que l'impact est très fort. Je dis souvent en plaisantant, quand tu fais ce genre d'échanges dans le milieu chez d'entreprise, tout le monde rêverait, pourtant on parle de décroissance, mais d'une croissance comme celle-ci de 20% par an. Et notre notion, vous avez peut-être tous vu cette semaine ou aujourd'hui, c'est le fameux Black Friday. Je pense qu'on pourrait faire un autre jeu, c'est qui a reçu une newsletter Black Friday ou qui n'a pas reçu d'infos du Black Friday aujourd'hui? Pas nombreux. Et qui n'a jamais reçu un SMS de son opérateur qui l'invite très gentiment à se réabonner pour bénéficier d'un beau tout neuf portable? Jamais reçu. Donc on en est là, et un des chiffres qui est quand même important, c'est 88%, c'est vrai, des personnes vont changer de téléphone alors que l'ancien fonctionne. Et surtout, on a un vrai problème de le remettre dans les cycles de revalorisation, puisque ces fameux téléphones, on ne sait jamais, ils pourraient très bien servir, donc on les laisse dans le tiroir. Et je ne sais pas si tu as les chiffres, Anne, je ne sais plus quel était, c'est 30 ou 40% non, réellement qui retournent dans une filière de revalorisation? Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est assez peu, oui. Donc voilà. Et puis la durée de vie, vous l'avez vu, qui a été divisée par 3 en 30 ans. Donc sur les éco-gestes peut-être. Et aujourd'hui, il existe des solutions. Le marché du reconditionnement s'est bien structuré ces dernières années. Pour les professionnels, il y a plusieurs entreprises qui gèrent la fin de vie des équipements, le reconditionnement et la remise en circuit du matériel, notamment AFB Group, qui a aussi un site e-commerce pour les particuliers, il me semble, et Back Market, que vous connaissez peut-être, qui fait aussi de la vente de matériel reconditionné. Au-delà de ça, si on achète du neuf, il y a des labels qui existent pour pouvoir acheter du matériel neuf, mais qui correspond à certains standards. Et donc, on a les standards EPIT et Blue Angel qui permettent d'avoir des achats un peu plus normés, plus responsables. Et donc, EPIT, par exemple, a 3 niveaux bronze, silver, gold. Et donc, il faut viser évidemment le gold pour avoir du matériel vraiment responsable. C'est des labels qu'on voyait peu, j'ai envie de dire, il y a 1 ou 2 ans. On commence à le voir si vous regardez sur le site des constructeurs, notion d'EPIT. Puis vous avez dû le voir depuis le 1er janvier aussi 2021.
Il y a l'indice de réparabilité qui est affiché maintenant. J'ai enlevé le masque. Jean-Marie m'a fait signe. Je pouvais enlever le masque. Alors, hein, Anne, si tu souhaites. Je pense que Jean-Marie, c'est pour les photos, c'est ça? C'est pour qu'on soit plus beau sur les photos. Celle-ci, elle est pour toi, Anne. Ah, tu mets pas la réponse cette fois. Quelle est la part de papier qui est recyclée au bureau? Qui pense que c'est 20%? Pas mal. 40%? 60%? Ah, il y a un optimiste dans la salle. Et je l'affiche, c'est toi la réponse, j'ai le droit. Vas-y, affiche. On est à 20%. Ça a tendance à s'améliorer. On a tendance à tendre vers la réponse B. Mais aujourd'hui, ouais, c'est 20%. Donc ça représente 75% des déchets de bureau. Environ 70 à 85 kilos de papier sont consommés par les salariés par an. Et seulement 20% sont recyclés. Contre 41% à la maison. Alors, étonnamment, on recycle mieux à la maison parce que c'est plus ancré dans les gestes du quotidien, la poubelle bleue, la poubelle jaune, on commence à connaître. Mais au bureau, beaucoup moins. Donc, dans les éco-gestes, impression recto-verso, noir et blanc, papier labellisé FSC. Il y a plusieurs labels qui existent. Il y a FSC et PEFC. Et FSC est beaucoup plus contraignant que PEFC, donc on conseille plutôt FSC. La mise en veille des imprimantes et les résolutions des scans qui permettent d'éviter trop d'encre dans les impressions. Et on le voit, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça reste comme des gestes qui sont assez simples. Je pense à des DSI et autres, paramétrer des drivers d'impression automatiquement recto-verso. C'est assez simple. Ça permet de se dire que l'utilisateur, il a juste qu'à faire imprimer et lui, s'inquiète pas, ça va sortir en recto-verso. Les noir et blanc, c'est le même principe. Quand je dis papier labellisé, bon, il suffit que dans les achats, on l'intègre et après, c'est naturel. Mise en veille, j'ai plus le chiffre, mais ouais, mais je crois que c'est impressionnant. Une imprimante, de toute façon, passe son temps à être à 85 ou 90% en veille, quoi. Donc à consommer, en fait, pour ne pas être utilisé. Bon, là, dans les études Green IT, on a quand même vu un effet Covid sur les impressions. Ça a chuté d'une bonne moitié, voire de 2/3, en nombre de papiers imprimés par an, par collaborateur. Donc il y a un effet Covid du fait qu'on n'est plus dans les bureaux, tout simplement. On n'imprime plus. Mais on n'a pas les chiffres pour l'effet rebond de est-ce qu'on imprime autant chez soi. Et du coup, là, ce sont des imprimantes personnelles, elles ne sont pas mutualisées. Donc, il y a un potentiel effet rebond qu'on ne maîtrise plus, du coup, puisque c'est chez les particuliers. Le fameux effet rebond aussi, vous allez en entendre parler assez souvent. Et celui-ci est difficile à évaluer, mais il est très impactant. Il y a eu une étude de La Poste faite sur un cycle de vie en analyse de cycle de vie, donc sur toute la phase de fabrication, ça prenait en compte le papier, les imprimantes, etc., pour montrer que les supports papier pouvaient être moins impactants au niveau environnemental que le numérique. On a tendance à dire que la digitalisation, c'est bon pour la planète, c'est un geste écolo. En fait, on n'en est pas si sûr que ça. Parfois, le papier peut être moins impactant écologiquement que le digital. Et donc, il est important de dépasser cette idée reçue que digitaliser, c'est un geste écolo et c'est un geste de dématérialisation. On en parle beaucoup, mais en fait, on l'a vu tout à l'heure, c'est très matériel le numérique. Donc, la dématérialisation n'est pas immatérielle. Ça a été un de mes plus grands chocs, ça, justement. Éditeur de jet depuis 20 ans, j'ai toujours été persuadé, j'ai toujours amené mes clients à dire il faut dématérialiser, c'est bon. Et quand on avait échangé avec CE sur cette opération écologue et que j'ai vu quelques chiffres, il y avait un chiffre de l'ADEME qui disait que si on faisait un papier en noir et blanc imprimé sur un papier de bonne qualité que ça, c'était à peu près 3 minutes 47 de lecture à l'écran. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui passait un fameux document de 50 pages qu'on imprime, c'est toujours bien, quoi. Mais à contrario, c'est-à-dire qu'on a éteint l'ordinateur, qu'on l'a moins utilisé, qu'il ne soit pas resté allumé pour ne pas avoir le même impact en parallèle. Ouais. En fait, l'idée reçue vient qu'on se focalise beaucoup sur l'usage. Et donc, à l'usage, effectivement, ne pas imprimer, ça économise du papier. Sauf que, en fait, ça ne prend pas en compte tout le cycle de vie qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire toute la partie fabrication du numérique et fabrication du papier. Donc, cette étude de La Poste
Elle est peut-être un peu controversée parce que la question de départ est un peu orientée. Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut dépasser cette idée reçue d'une solution est plus écolo qu'une autre si on ne prend pas en compte tout cet aspect fabrication. Allez, on est reparti sur le quiz. On a tous connu, effet Covid, la fameuse visio. Éteindre sa caméra pendant une réunion en visioconférence permet un gain d'énergie de 30, 40 ou 50%. On est reparti. Qui prend 30? Ok. 40. Ok. Et 50. Ah, c'est serré entre 40 et 50. Tu dirais que quoi dans la salle, c'est... Hein, ça a l'air d'être assez proche. Hein. Et on est encore sur un gros chiffre, ouais, 50%. On va essayer un petit peu les éléments, mais ouais, on consomme 2 fois plus d'énergie contre la 15 années. Il y a beaucoup plus, c'est sûr, hein, de volume de données échangées. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, même chose, il y a des usages à la caméra, et quand on vous dit, là, il y a 50% de gain, on dit, puis il ne faut pas allumer la caméra. On le voit dans les moments où on a été énormément en visio, il était quand même très très agréable de voir du monde, de voir des gens, d'échanger. Mais ce qui peut être bien et pratique, c'est-à-dire qu'en introduction, lorsqu'on attend, qu'on retrouve les personnes, ben oui, il faut laisser la caméra allumée. C'est intéressant. Quand on organise des webinaires, des échanges, la personne qui parle, c'est quand même bien plus sympa si on la voit. Par contre, toutes les autres personnes qui assistent, il y a beaucoup moins d'intérêt de conserver la caméra. Même chose sur la phase de conclusion. Oui, et là, il faut faire attention sur cette partie-là. La consommation électrique n'est pas un indicateur environnemental, c'est un indicateur technique qui a un impact environnemental. Et on est sur la phase d'usage. Donc, il faut avoir en tête que toute la partie fabrication a déjà eu lieu, donc la plupart de l'impact a déjà eu lieu. Donc, que vous allumiez votre caméra ou pas, c'est pas forcément un acte anti-écolo absolu. Toutefois, il faut bien prendre en compte que tous ces flux vidéo dimensionnent le réseau, dimensionnent l'infrastructure et donc ont un impact au-delà de juste l'usage. Et on parle de la visio, mais on peut aussi parler de YouTube. Si vous regardez des webinaires en ligne avec la vidéo, mais que vous ne faites que l'écouter, en fait, vous avez tout le flux vidéo qui ne sert à rien. Donc, il y a pas mal de flux vidéo comme ça qui ne servent pas, en fait, hein, qui utilisent la bande passante, qui utilisent le réseau, mais dont on a peu l'utilité, on pourrait juste avoir le son. Il y a eu une étude sympa aussi durant le Covid, quel était l'impact des flux, notamment qu'était la représentation, le volume de flux sur la vidéo. Et on aurait pu faire un quiz là-dessus, le chiffre est sympa aussi, puisqu'il était de 80%. 80% de la bande passante était dédiée à la vidéo. Et puis oui, on met prévision les connexions. Bah, c'est vrai que même chose, hein, quand on revient le côté matériel, il y a un petit ordre entre guillemets sur les liens. Plus c'est physique, entre guillemets, mieux c'est, on peut le dire comme ça. Connexion filaire. Donc ça, c'est bien. C'est le mieux. C'est un impact, mais c'est le mieux. Deuxième, le Wi-Fi, même dans les bureaux, hein, si vous pouvez privilégier le Wi-Fi pour vos collaborateurs sur leur smartphone, par exemple. C'est plus intéressant que la 4G, voire la 5G. Donc, oui. D'abord filaire, ensuite Wi-Fi et ensuite le réseau mobile. on continue le quiz. C'est moi celui-là. C'est pour toi. Vous avez découvert la joie de travailler avec 2 écrans. Votre premier réflexe du matin est de les allumer. Serait-il plus responsable de limiter au maximum ce 2e écran? C'est juste du oui-non. Qui est pour oui? Qui est pour non? Personne pour non. On aurait pu poser la question, qui a un double écran? La majorité a un double écran. J'ose pas dire 3 écrans. Je t'ai vu, Jean-Marie. Oui, donc c'est oui, effectivement. Donc le 2e écran, enfin les écrans en général ont un impact environnemental colossal, notamment du fait de la fabrication de la dalle. Donc, plus la dalle est grande, plus l'impact est grand.
Donc, équiper tous les salariés d'un deuxième écran est une catastrophe écologique. Surtout que les diagonales sont de plus en plus grandes. Aujourd'hui, on a des écrans 24 pouces, et 2 fois, du coup. Et donc, ça contribue à 2/3, voire 3/4 des impacts environnementaux du poste de travail sur leur durée de vie. Donc, c'est très loin d'être négligeable. C'est une des premières sources d'impact. Donc, effectivement, maintenant qu'on s'est habitué au luxe, ça va être dur de s'en passer. Ce qu'on préconise, c'est de limiter aux populations qui en ont le plus besoin. Donc, notamment les développeurs ou des populations de collaborateurs qui ont vraiment besoin d'avoir beaucoup de fenêtres ouvertes et que pour eux, c'est vraiment plus confortable d'avoir deux écrans. Et le reste des collaborateurs, n'en avoir qu'un seul. Alors, c'est pas très vendeur dans l'entreprise, mais il va falloir vraiment s'y mettre. Il va falloir sensibiliser les collaborateurs sur justement l'impact de ce deuxième écran. J'ose pas imaginer si dans les équipes, je leur enlevais le deuxième écran. Mais tu as des informaticiens, c'est pour ça. C'est pour ça, j'ai l'excuse. Et ne pas renouveler les écrans tant qu'ils fonctionnent aussi. Ça, c'est quand même assez répandu dans les entreprises. Les écrans sont renouvelés moins souvent que les PC. Mais tout de même, tant que ça marche, donc on les garde. Donc ça, c'est effectivement les préconisations faites par le collectif Green IT cette année suite au benchmark Green IT qui a été fait sur une vingtaine d'entreprises, qui est fait chaque année. Donc les préconisations, c'est, comme on vient de le dire, limiter le deuxième écran, ne pas renouveler les écrans tant qu'ils fonctionnent, ça on vient de le voir. Si vous vous débarrassez de votre flotte de téléphonie fixe, eh bien ne la remplacez pas, passez au softphone. Ça se fait aujourd'hui très bien dans les entreprises. Il n'y a plus besoin d'avoir un téléphone sur son bureau. Même pour les smartphones, c'est pas écrit là, mais si vous pouvez privilégier le Bring Your Own Device, donc les collaborateurs ramènent leur propre téléphone perso et l'utilisent à titre professionnel, ça évite d'avoir 2 équipements pour le même usage. La hantise des DSI, là. La hantise des DSI sur la partie cybersécurité. Ça peut être fait à l'inverse, en fait. Ça s'appelle du BYOD inversé. Et donc, c'est autoriser l'usage personnel sur le téléphone professionnel. Donc là aussi, il y a un petit phénomène culturel à dépasser, de justement la frontière pro-perso. Mais il y a des entreprises qui l'ont fait avec succès et ça marche bien. Donc, il faut aussi s'inspirer de ceux qui réussissent à mettre en place ce genre de démarche. Et sur les impressions, on l'a vu aussi, réduire le volume d'impression, basculer sur du papier 100% recyclé FSC. Et puis pour tout ça, pour les imprimantes, pour la téléphonie, pour le poste de travail, systématiser la seconde vie. Donc aller vers les filières de réemploi, justement par recyclage, plutôt réemploi que recyclage, pour reconditionner tout ce qui est smartphone, imprimante, PC portable, PC de bureau, casque. Aujourd'hui, il y a quand même une offre de reconditionnement qui est intéressante. Ça s'est beaucoup structuré ces dernières années. Je pense que le sujet téléphonie est quand même un point qui est important dans beaucoup d'entreprises en ce moment, avec des contraintes seulement où France Télécom arrête les fameuses lignes cuivres. Et c'est un vrai sujet de se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir encore un poste physique sur son bureau alors qu'on peut le coupler assez facilement, comme tu l'as dit, sur le softphone, PC ou de nouveau sur son mobile. Alors, on va venir un peu sur une question qui introduit un petit sujet un peu plus technique, entre guillemets, mais surtout cette vision qu'on peut avoir de l'Internet. Alors, je vais faire un raccourci, on parle de KO, kilooctets en informatique, je veux dire juste c'est des kilos. Et je dis souvent, plaisantant, en 1995, je sais que souvent dans les salles, il n'y a pas grand monde qui était né ou présent à ce moment-là. Mais en 1995, c'est vrai que les pages Internet, c'était le début. On peut imaginer que ça faisait 14 kilos. Pourquoi pas? Mais maintenant, en 2021, on en est où? 887 kilos? 1 tonne 3? Dit comme ça, quand même, ça. 1 tonne 3? 2 tonnes. Prêt à lever? Allez, A. On est raisonnable, 887 kilos. Il n'y a pas trop de volontaires. B, 1 tonne 3.
Et on voit que vous êtes plutôt au fait. 2 tonnes. Ouais, tout le monde y croit aux 2 tonnes. Et tu peux rappeler à combien de kilos on est allé sur la Lune? Ben, tu y es au 14. Ouais, 2 tonnes. Alors, petit schéma, et puis quelque chose qui est assez rigolo là-dessus, c'est de dire pourquoi on s'en aperçoit pas, même si là tout le monde dans la salle a vraiment dit assez facilement ces 2 tonnes, c'est que oui, nos fameuses connexions sont de plus en plus rapides. Je plaisante souvent quand quelqu'un a connu que la 4G, qu'on lui dit reviens quand il y avait rien que Edge, et puis quand on était au fameux modem qui numérotait comme le téléphone 56K, on pourrait aller sur tous les sites. Hein. On trouverait, ça rame. Parce que 2 mégas à télécharger sur un 56K, ça fait mal. Et donc, on aborde un sujet qui est l'obésiciel. C'est vrai que notamment, alors là je vais revenir chez nous, sur des structures comme nous informatiques, développement de logiciels, si on ne fait pas attention, c'est très très facile de glisser dans ce travers, puisqu'en fait justement, ce que je disais, la connexion Internet, elle est accessible, elle est facile, on a du temps. Et la performance du matériel a beaucoup augmenté aussi, ouais. Donc ça ne rame plus. Ça ne rame plus. On l'entend encore ça quand même, mon PC rame. De moins en moins, c'est vrai. Je te laisse pour toi, ça, ouais. J'enchaîne après. Alors, pourquoi concevoir des logiciels propres, ou plutôt moins lourds? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est pour économiser du matériel. C'est le matériel, la fabrication du matériel qui est le plus impactant. C'est votre ordinateur portable, votre smartphone. C'est vraiment ça qui est impactant. Donc, en fait, plus les logiciels, les sites web vont ramer, plus vous avez l'impression que votre ordinateur ou votre téléphone est vieux et vous voulez le changer. Donc, le but de concevoir des logiciels plus légers, c'est d'éviter cette obsolescence perçue, en fait. Que les utilisateurs puissent y accéder. On me dit souvent, en 2G au fin fond de la Creuse, ils doivent pouvoir accéder à votre service. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour éviter le renouvellement du matériel. Et il y a des effets quand même bénéfiques, c'est que vous augmentez le panel d'utilisateurs possible de votre service, puisque plus de personnes pourront y avoir accès, y compris dans la Creuse. C'est vrai qu'on a toujours entendu ça, ça rame. On dit toujours ça rame, mon PC rame. Mais concrètement, un PC, quand on l'achète, que ce soit un processeur ou mémoire, ça bouge pas. Hein. C'est-à-dire, ça marche ou ça marche pas. Ça se dégrade pas dans le temps. Donc c'est bien ce qu'on a installé dessus. Les systèmes d'exploitation, on peut dire aussi qu'ils sont de plus en plus lourds. Mais c'est un logiciel. Donc c'est lui qui vient justement... On parlera pas du petit dernier de Microsoft? On parlera pas. Ok. Allez, juste sans rentrer trop dans le détail, vous présenter qu'est-ce que c'est quand on parle d'éco-conception et notamment éco-concession dans le monde du logiciel, parce que même chose, ça on le connaît très très bien dans le milieu du produit. Si je parle de packaging, on comprend comment on peut concevoir une nouvelle bouteille. Quand on parle d'un logiciel, on va travailler souvent sur 3 axes. Le premier, et on va commencer à en parler quand on parle de la connexion dans la Creuse, c'est de réduire, c'est vrai, un maximum, comme cette fameuse taille de page Internet, la quantité de données échangées. Qu'on a vu assez régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est que les vidéos, elles n'ont même pas besoin de cliquer dessus, elles se déroulent toutes seules. Bon voilà, ça c'est des données qui sont échangées pour rien. Parce que vous scrollez, il y a une vidéo qui perd 1 seconde. On scrolle, il y en a une deuxième. Ça se désactive. Ça se désactive. Petit paramètre dans vos applications. On parle d'optimisation d'image, je dis souvent en plaisantant, un développeur qui ne fait pas attention va vous envoyer, s'il le souhaite, sur votre téléphone, une photo qui pourrait être imprimée en poster. Je peux envoyer une photo de 2 mégas, elle va être retaillée dans le téléphone, sauf qu'il a envoyé les 42 mégas. Je prends cette même photo, j'en fais un super poster. Voilà, pour un affichage sur un écran. Quand on parle d'entraînement, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais même chose, il y a une manière de développer et d'accéder à des ressources. Un exemple que je prends peut-être un peu plus naturel, qui est de se dire quand j'ai sur mon téléphone des notifications, on le voit qu'on peut déjà bien sûr les désactiver et que je reçois, que je sois au courant que toutes les minutes, j'ai un mail, alors que si je le savais qu'une fois par heure, ce serait pas mal. Et le dernier, je le mets en dernier, mais à la base, il faudrait le mettre en premier. Pourquoi je le mets en dernier? Parce que c'est le plus dur peut-être à véhiculer, c'est le plus dur aussi à faire comprendre, que ce soit aux clients, aux utilisateurs, c'est-à-dire,
soyons sobres dans les fonctionnalités. On a souvent tendance à imaginer, tiens, ça serait bien si mon logiciel il peut faire ci et ça. Ou je fais souvent du reporting et des indicateurs. Allez, je veux garder 10 ans d'accès à mes données. Mais concrètement, je compare mes 2 dernières années parce que ça n'a plus d'intérêt de revenir 10 ans en arrière. Mais pour autant, on a toujours cette sensation où plus on en aura, et comme le numérique, c'est pas du tout matériel, on peut stocker. Oui, et puis l'éco-conception, on a tendance aussi à avoir l'idée reçue que c'est de l'optimisation de code, c'est fait pour les développeurs, ils doivent vraiment faire du code propre. En fait, l'éco-conception, c'est beaucoup plus large que ça. Il faut d'abord parler de conception, en fait, tout simplement. Donc, vraiment, quel est le besoin de l'usager, du client, de l'utilisateur? Est-ce que ce besoin est réaliste? Est-ce qu'il va vraiment utiliser toutes les fonctionnalités qu'il demande? Est-ce qu'on peut les réduire? Est-ce qu'on peut faire ça mieux pour mieux répondre aux besoins? Et au final, avoir une qualité de service aussi améliorée, puisqu'on va vraiment s'intéresser à la fonctionnalité qui va être utilisée. Tu l'as dit, on parle souvent d'une règle des 3 U. Utile, utilisable, utilisé. Quand on raisonne comme ça, on s'aperçoit déjà que ça c'est un utile, ça c'est facile à comprendre. Utilisable, qui est plutôt la fameuse expérience utilisateur. Est-ce que l'outil est simple à manier? Quand on disait, de toute façon, moi quand je lance quelque chose, j'ai le temps d'aller prendre un café. Bon, on peut dire que là, c'est peut-être pas très utilisable. Et utiliser, ça peut paraître aussi assez surprenant, mais combien de fois on va développer des fonctionnalités qui au fond ne servent à rien? Mais il faut bien se dire que dans les équipes de développement, maintenir cette fonctionnalité qui ne sert à rien, elle a un coût, elle est impactante. Et on peut aller plus loin, utilisable par tous et toutes. Donc, si on s'intéresse à l'éco-conception, on arrive très vite à s'intéresser à l'accessibilité. Et voilà, c'est que vos services numériques soient accessibles par toutes et tous, quel que soit son âge, son handicap, son genre, tout ce que vous voulez. Et donc l'éco-conception est très liée aussi aux notions d'accessibilité. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on vous a parlé de notion de numérique responsable, on a parlé de la planète, l'écologie, mais il y a le lien social, cette partie sociale, et l'impact est assez fort quand on parle de inclusion ou l'inverse, exclusion. Et dès que les services sont de plus en plus dématérialisés, les personnes n'ont parfois pas accès à ces services. Mais ce sera le sujet de la conférence d'après. Bon, une belle introduction. Un petit teasing. On commence à arriver vers la fin, Noah. Oui, avec synthèse des éco-gestes. Donc, c'est un rappel de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, toujours pour avoir bien en tête que la partie fabrication est la plus impactante d'un point de vue environnemental dans le numérique. Donc, l'action numéro 1, c'est d'allonger la durée de vie des équipements. C'est de ne pas renouveler son smartphone tous les ans. C'est en entreprise d'allonger la durée de dotation des équipements. Donc, aujourd'hui, ils sont amortis sur 3 ans. Il faut regarder si c'est possible d'allonger cette durée d'amortissement sur plus que 3 ans. Et réutiliser, réaffecter le matériel. On peut le réaffecter en interne, on peut le réaffecter aux collaborateurs en fin de vie, et on peut aller vers des filières de reconditionnement en fin de vie, mais aussi à l'achat. Donc on peut acheter du reconditionné, soit à titre professionnel avec des acteurs en B2B comme AFB, comme Connexing, etc., soit pour des particuliers comme Back Market ou Micro Cadeau, je ne connais pas. Et pour les achats, favoriser les labels comme EPIT, TCO ou Blue Angel. Et puis gérer ces D3E dans des filières responsables. Alors la gestion des D3E est une gestion qui est obligatoire, c'est une obligation légale qui n'est pas toujours maîtrisée dans les entreprises et qu'il est important de maîtriser, d'avoir le moins de choses possibles en D3E et le plus possible en reconditionnement. Et on va dire le pendant côté logiciel, je vais faire un petit peu d'autopromotion pour un outil qu'on a développé, qui est un outil de sensibilisation qui s'appelle Clip. L'idée, alors on pourrait en jouer aussi avec les mails, et comme l'a dit Anne tout à l'heure, c'est pas le fait d'envoyer un mail qui va être polluant, mais c'est tout ce que ça peut créer derrière en termes d'infrastructure, c'est besoin de stockage, dématérialisation, quand on a toujours tendance à répondre à un mail, qu'on fait répondre à tous, qu'on envoie à 10 personnes une pièce jointe qui va concerner qu'une seule personne, il y a moyen d'avoir des outils plus simples de transfert. Ces petites solutions qui s'appellent Clip est juste là pour, je dirais,
ce qu'on appelle nous plutôt par rapport à nos parties prenantes, essayer de leur faire comprendre qu'il y a un impact du numérique. Donc on a mis un petit compteur derrière qui permet de voir qu'on peut faire des économies, même en envoyant des pièces jointes. Pour autant, on a toujours de l'impact, hein, pas oublier. Démarche sobriété numérique, j'en ai déjà parlé juste avant. Donc vraiment, se poser la question avec ces fameux 3 U, former les équipes, bien sûr, quand on a des équipes de développement en interne. Inclure l'éco-conception, on commence à le voir dans les appels d'offres. On commence à voir, avant, on avait un volet plutôt orienté RSE. Maintenant, on se dit, ouais, est-ce qu'on a une approche responsable des conceptions de services numériques? Et le petit dernier me fait toujours un peu sourire, hein, le fameux fossoyeur décommissionnement. Fossoyeur, si on se prend un titre individuel, quand sur nos smartphones, on installe plein de petites applis qui, au fond, ne servent plus, on s'aperçoit d'une chose, c'est que par contre, elles prennent dans la batterie, quoi. Le téléphone, il passe pas sa journée, souvent, plus on en a. Mais en entreprise, dans un niveau un peu plus important, combien de structures ont eu, historiquement, des serveurs physiques où dessus, il y avait des applis, on ne savait même plus si elles servaient. Par contre, on n'osait pas éteindre le serveur. Ou alors, si, quelquefois, la DSI, ce qu'elle fait, elle éteint le serveur, juste pour voir s'il y avait des utilisateurs derrière, quoi. Ah, j'ai pas d'appel, on peut peut-être le débrancher. Et ça, c'est un gros sujet dans des structures, on va dire, assez importantes, de décommissionner les logiciels. Et on arrive, ça y est, à la fin. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? Ça, c'est la question. On me fait peur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu pendant cet atelier? On va peut-être juste faire un petit coucou quand même à notre superbe communauté ADN numérique responsable. Et surtout dire que si vous voulez prolonger ce sujet du numérique responsable au sein d'ADN OS, donc il y a une communauté, on fera aussi un événement le 25 janvier qui va être un événement régional mais sur différents lieux et notamment on va avoir le plaisir d'être accueilli à l'ADEME pour Angers. Donc voilà, si vous voulez prolonger le sujet autour d'ateliers, c'est sur une journée et c'est le 25. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aurais peut-être une question. Oui. Ça rapporte quoi, en fait, d'engager une telle démarche? Qu'est-ce que ça rapporte? Alors, il y a plusieurs bénéfices, je dirais. Il y a ce qui intéresse beaucoup les entreprises, c'est le bénéfice financier, l'intérêt financier. Et ben déjà, quand on allonge la durée de vie des équipements, on dépense moins. En fait, il y a beaucoup d'économies à la clé, puisque on va allonger la durée de vie, on va avoir moins de matériel. Donc, c'est de l'argent non dépensé. Ensuite, il y a une question de marque employeur, puisque aujourd'hui, les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail sont assez sensibles aux questions d'environnement et donc poussent assez les entreprises à s'intéresser à ces sujets. Notamment développeurs, c'est assez difficile à recruter ces temps-ci dans la région. S'il y a une démarche derrière liée à l'environnement, ça peut donner plus envie. Et puis, il y a une question de marché aussi, puisqu'on l'a vu avec l'éco-conception, avec les services numériques beaucoup plus accessibles, beaucoup plus, qui s'intéressent beaucoup plus aux usagers, aux utilisateurs. En fait, on ouvre des marchés et on répond mieux à certains besoins. Donc, il y a des entreprises qui s'intéressent à l'éco-conception pour ça, justement, pour pouvoir développer de nouveaux marchés. Comme tu dis, si on prend le premier levier, le levier financier, amortissement comptable, généralement d'un PC, c'est 3 ans. Si on le pousse à 5 ans, vous voyez que ça va être assez rapide de calculer le gain financier. Et c'est assez naturel. Avant, dans les structures, dans les DSI, il y avait toujours un peu le sentiment, notamment pour les services informatiques, c'est-à-dire les utilisateurs attendent du matériel neuf. Et si je ne leur renouvelle pas leur matériel, c'est je compte pas pour eux ou mon poste il n'a pas d'importance. Alors que si on vient ancrer justement le fait que de prolonger la durée des équipements, c'est bien. Ça va aussi faciliter. Oui, il y a effectivement un gros volet sensibilisation des collaborateurs à faire pour que ce ne soit pas vu comme une démarche punitive. Si on ne remplace pas les vieux PC, qu'on achète du reconditionné, c'est pas une démarche punitive pour les collaborateurs. Et donc, il faut bien amener le sujet, sensibiliser les collaborateurs
au numérique responsable, à la pollution qu'engendre le numérique, et vraiment avoir une action, je dirais, collaborative au sein de l'entreprise pour voir ce qu'il est possible de faire, ce qui est acceptable, pas acceptable par les utilisateurs, et les solutions viennent d'eux en général. Et justement, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites récemment qui montrent, par exemple, une adhésion plus forte en fait, à ce type de démarche, à la fois par les collaborateurs, aussi par les dirigeants des entreprises? Vous avez des études qui ont été faites? J'ai pas d'études en tête. Après, nous, dans les entreprises qu'on accompagne, on a, je dirais, deux types de personnes qui nous contactent. On a soit les responsables RSE qui ont une stratégie RSE globale au niveau du groupe, et arrivé au moment de la déployer dans la DSI, on ne sait plus comment faire, puisque le numérique a été open bar pendant des années, donc on n'a pas l'habitude de se restreindre. Et donc, c'est comment déployer la stratégie RSE au sein de la DSI. Et puis, à l'inverse, on a des DSI ou des dirigeants qui viennent nous voir parce qu'eux-mêmes sont sensibles à cette question-là et donc veulent aussi amener cette démarche dans leur département. Au niveau national, ce type de démarche, elle est par rapport à nos pays frontaliers. Comment se situe la France en fait sur ce type de démarche? Alors, la France est leader sur le marché sur la question du numérique responsable et du Green IT. On est un des premiers pays à légiférer sur le sujet avec la loi REN qui vient de passer en deuxième lecture au Sénat, et donc qui encadre cette réduction de l'empreinte environnementale du numérique, avec par exemple les collectivités qui vont devoir passer bientôt à 20% d'achat de matériel reconditionné, qui vont devoir avoir des services numériques éco-conçus. Donc on est le premier pays à légiférer là-dessus, et on est le premier pays à publier des études dessus. Donc on est vraiment précurseur sur le sujet. Ouais, typiquement, et puis on voit après, ça commence à faire tache d'huile en Belgique, en Suisse. Donc, comme tu dis, on est précurseur et c'est sympa d'être autant en avance. Faut qu'on le garde, cette avance. Pour une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? D'autres questions? Ah ben voilà, je vais vous apporter le micro. Ça sera mieux pour l'enregistrement. Une petite question. Est-ce qu'on est capable de mesurer quelle est la différence d'utilisation du numérique en télétravail par rapport à se déplacer? Je donne un exemple. Là, j'ai fait l'effort de venir vous voir. C'est formidable. J'ai pris mon véhicule, j'ai roulé. Est-ce qu'on est capable de mesurer? Oui, il y a eu une étude de l'ADEME qui a été publiée, que vous pouvez retrouver sur le site de l'ADEME, sur la différence entre le télétravail et le travail au bureau. Alors, il n'y a pas de résultat tranché entre c'est mieux d'un côté ou c'est mieux de l'autre. Il y a différents cas d'usage. En fait, si vous reportez vos transports sur le week-end, par exemple, si quand vous alliez au bureau, vous faisiez vos courses sur le trajet, c'est ça, hein, du coup, c'est reporté sur le week-end, et vous êtes tellement pas sorti de la semaine que vous sortez plus le week-end, du coup, ça compense en mal. Et puis, il y a d'autres cas d'usage où, au contraire, c'est mieux en télétravail parce qu'effectivement, on évite tous ces déplacements. Donc, l'étude est disponible sur le site de l'ADEME. Là, on parle après des fameux effets rebonds, quoi. Un exemple tout simple, quand mes collaborateurs étaient en télétravail, certains m'ont dit « Waouh, j'ai pris une facture d'électricité ». Ah oui, pourquoi? Bah oui, parce que je suis à la maison, je chauffe plus parce que j'ai un peu froid. Voilà, donc il y a des effets rebonds, il se passe des choses en parallèle, et comme tu dis Anne, je prends ma voiture, des fois je dépose mes enfants à l'école et l'entreprise juste à côté. Je suis en télétravail, je vais déposer les enfants à l'école toujours avec la voiture et je reviens chez moi. J'ai peut-être eu un impact négatif. Donc il n'y a pas de règle, mais dans les usages, vous avez pris l'exemple, vous êtes venu vous voir, vous avez pris la voiture, on peut dire je suis venu vous voir, je suis venu en vélo. Il y a aussi des cas d'effet rebond, aussi des entreprises qui ont dû équiper leurs collaborateurs en PC portable et en écran pour pouvoir télétravailler. Et donc, en fait, ils ont doublé le nombre d'équipements. Certains avaient encore des fixes
au moment du premier confinement. Donc, il y a eu un suréquipement qui a dû être fait dans l'urgence en plus. Donc, les labels, on oublie, le reconditionné, on oublie. Donc, il y a eu cet effet-là aussi négatif. Oui, je voudrais partager une expérience. Vous parlez d'effet rebond. Moi, je parlerai d'effet balancier. L'expérience, c'était dans les années 98. Je travaillais chez un grand fournisseur qui travaillait dans l'industrie nucléaire. Et à l'époque, pour aller faire la maintenance des centrales nucléaires, ils partaient avec des cantines remplies de photocopies papier. Et on avait trouvé à l'époque qu'il était peut-être mieux d'avoir de la gestion électronique de documents sur un PC plutôt que de partir avec des cantines remplies de documentation papier. C'était il y a 22 ans, 23 ans. Oui, mais en fait, ça rejoint ce qu'on a dit, c'est il faut s'intéresser au cas d'usage. En fait, il n'y a pas de réponse, c'est blanc ou c'est noir. Il y a des cas d'usage où c'est mieux le papier, il y a des cas d'usage où c'est mieux le digital, et c'est pas toujours mieux le digital. En fait, il faut juste avoir ça en tête. Des fois oui, des fois non. Je me retourne, pas d'autres questions. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation avec toute cette synthèse des éco-gestes. Merci à vous. Merci.